Aujourd'hui encore, le continent africain traverse une crise identitaire. On s'apprécie peu et on n'apprécie point autrui. On nourrit des stéréotypes insultants à l'égard de chacun de nos voisins. On fragilise notre proximité en s'exprimant plus sur des problématiques extérieures à notre sol plutôt que de se préoccuper des nôtres parmi nous. Ce n'est pas de notre faute. Comme le dit ce fameux proverbe africain, on est plus influencé par des mœurs de notre époque que par celles de notre père. Cependant, notre ignorance peut être corrigée, et pour cela, des époques historiques sont à rattraper. Car bien sûr, qui ne se connaît pas soi-même est incapable de s'aimer, et ainsi donc, il ne peut aimer autrui. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de votre nouveau et officiel média en ligne intitulé Le Rouge. Je me présente, je suis Chancel Zangomo, abrégée CNN, journaliste et rédactrice, et j'accueille en ce moment l'auteur gabonais diplomate de l'Union africaine, venant tout bonnement de publier un roman historique revisitant le vécu du défunt empereur du Mali, Aboubakari II, le Mandé au-delà des mers. Je vous présente Monsieur Auguste Gomo. Avant toute chose, je tiens à remercier le journal Le Rouge pour cette opportunité qui m'est offerte pour vous présenter qui je suis. J'ai tellement de casquettes que je suis à la fois diplomate, je suis directeur d'administration, je suis directeur des ressources humaines, je suis entrepreneur et ce qui est le plus important pour cette interview, je suis écrivain. Je suis un écrivain que je dirais panafricaniste. Vous avez beaucoup de types d'écrivains. Je suis un écrivain panafricaniste parce que vous savez, il est important de comprendre ce que je fais. Le panafricanisme, c'est une vision d'unité, d'intégration, d'indépendance, de puissance et puis de fierté de soi. On doit être fier d'être africain. Et vous savez, jusqu'à présent, quand les Africains regardent le panafricanisme, ils le regardent seulement sur l'angle politique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un Kwame Nkrumah, bien un Kadhafi ou un William Dubois. C'est ça qu'ils auront comme perception du panafricanisme. Mais en réalité, le panafricanisme a d'autres champs. Si vous prenez le temps d'écouter Bob Marley, Africa United, vous avez du panafricanisme là. Si vous prenez le temps d'écouter Salif Keita, même quand il nous parle de venir en Afrique, il y a de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, encore on a cet esprit d'intégration. Quand vous allez sur Akenenge avec Africa Obota, vous avez encore du panafricanisme. Avec la musique, l'Afrique est le seul continent au niveau du monde qui parle d'Afrique. Quand vous allez en Asie, vous n'avez pas une chanson qui dit « on est bien en Asie ». Vous n'avez aucune chanson qui vous dit « l'Europe c'est super ». Mais en Afrique, vous avez toujours des chansons sur l'Afrique. Continuons. Au niveau scientifique, vous avez Cheikh Anta Diop. C'est du panafricanisme pur. Au niveau économique, quand vous voyez l'esprit dans lequel a été lancé EcoBank, il a dit « je fais du panafricanisme économique. Je veux être partout sur l'Afrique ». Donc, même en économie, on trouve du panafricanisme. Et puis avec Askai aussi. Maintenant, moi, j'ai essayé de mener un combat qui est sur la littérature. Donc, mon combat, c'est la littérature panafricaine. Quel est mon objectif? De faire découvrir aux Africains, de manière lyrique, de manière agréable, à travers pas des histoires, mais des romans historiques, des légendes, les grandes valeurs africaines qui ont été là avant le colonialisme. Donc, comme ça, on ne va pas parler de la lutte qu'il y a eu, mais découvrir des grandes légendes comme Massinissa, comme Aboubakari, comme celui qui a créé l'empire d'Égypte. Donc, je vais faire découvrir à travers la culture, à travers l'écrit, à travers l'histoire, à travers des romans, tous ces grands personnages que nous avons oubliés. Mais surtout à travers également ces personnages, montrer qu'avant tous les systèmes républicains que nous avons maintenant, avant le système électif, nous avons une société, une façon de gérer la société qui était efficace et efficiente. Donc il faut que les Africains se réapproprient cette histoire-là pour gagner en fierté, pour gagner en dimension, et se rendre compte que ce monde-là, ils peuvent participer sans avoir à copier les autres. Donc c'est mon combat, c'est un combat panafricain. Voilà pourquoi j'écris sur les différentes légendes panafricaines. Voilà comment je peux me présenter sur cet aspect. Disons, je vais laisser de côté ma profession actuelle, de dire voici ce que je fais, j'écris. Mais je n'écris pas que l'histoire. On se débat dans des réalités, on se débat avec des adversaires qui sont très vicieux. Donc comment peuvent les Africains de rêver? Je les permets de se projeter 200 ans en avant en écrivant des livres de fiction
où les Africains retrouvent leur dimension, retrouvent leur puissance. Et je le fais à travers, par exemple, Continent perdu 1, qui a été publié aux éditions Les Trois Colonnes, en France, et Continent 2, qui va être publié là dans 2 mois, qui également a été publié par les éditions des Trois Colonnes, qui parlent de l'histoire de Kama. On s'est approprié d'autres histoires à travers Kama. Voilà comment je me présenterai comme un écrivain panafricain qui essaie de mettre de manière romancée l'histoire de l'Afrique la plus agréable. Alors, Monsieur Gomo, vous avez tout récemment publié un récent livre titré Aboubakari 2, le Mandé au-delà des mers. Laissez-moi d'abord vous demander pourquoi avoir choisi, en tout cas pour cette récente et dernière publication, l'histoire d'Aboubakari. Écoutez, j'ai hésité entre Aboubakari et Kankan Moussa. Bien sûr, j'ai pensé à Soundiata Keita, j'ai pensé à Shaka Zulu, mais c'est des gens qui sont déjà dedans, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup d'écrits. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir ajouter des éléments sur l'histoire qui existe déjà, ce qui a déjà été écrit, c'est de sortir des personnages qui particuliers, des personnages uniques, des personnages qu'on a oubliés, pour les remettre en avant. Et donc, c'est un peu ça l'idée de choisir Aboubakari. Je regardais l'histoire de l'Empire du Mandé, qu'on appelle aussi l'Empire du Mali, et j'ai vu des personnages extraordinaires. J'ai découvert Sakura, l'empereur Sakura, qui est parti d'esclave à général, de général à empereur, et qui a redressé l'Empire, qui a remis l'Empire d'équerre alors que c'était complètement dans le désordre. J'ai découvert Kurukan Fuga, la première constitution qui a existé sur Terre. Oui, des richesses incroyables. Et donc, j'ai découvert ce personnage incroyable, Sakura. J'ai découvert ses 2 fils adoptifs, Kankan Moussa, et puis j'ai aussi découvert Aboubakari. Il y a eu beaucoup d'écrits sur Kankan Moussa, l'homme le plus riche du monde, on en parle tout le temps. J'ai décidé de me concentrer sur le deuxième, Aboubakari 2, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais à travers son histoire, j'explore en fait l'histoire du Mandé, et je montre comment était organisé le Mandé, comment ce royaume vivait, comment il s'organisait, comment il combattait, comment il gardait finalement son pouvoir. Il y a souvent certains éléments que l'on cite comme étant théoriques concernant l'histoire d'Aboubakari, parce qu'en effet, certains passages de son existence, en tout cas de sa vie, sont ignorés ou parfois sont traités de façon un peu fictionnelle. Est-ce qu'il y a eu des difficultés quant à l'écriture de certains passages de sa vie? Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est là où se trouve la beauté du roman historique. Vous savez, si je faisais un livre d'histoire, je dois rester dans la trame historique. Donc, je ne peux pas bouger. Donc, ce n'est pas un roman. Mais quand je suis dans un roman historique, je remplis les vides. Je remplis les vides avec ce qui existe. Vous savez, ce qui est intéressant avec l'humain, c'est que l'humain de l'Empire d'Égypte à l'humain de l'antique de Grèce ou de Rome ou l'Empire Ming en Chine, en fait, l'humain reste le même. Les paramètres de vie d'un humain, les conditions qui créent la manière dont un humain va réagir sont identiques. C'est peuplé de la survie, ils veulent survivre. C'est nourri d'amour, c'est nourri d'espoir, c'est nourri de combat pour un meilleur futur. C'est toujours la même histoire. C'est la même histoire à travers le monde que j'ai pu découvrir parce que je lis beaucoup d'histoires, je lis beaucoup de livres historiques et je me rends bien compte que comme les humains qui naissent, grandissent, prospèrent et meurent, les empires suivent la même trajectoire. Les royaumes suivent la même trajectoire. Donc les humains, techniquement, suivent la même trajectoire. Donc en fait, il est assez facile de remplir des cases vides d'un homme parce qu'on sait à peu près comment se comportent les hommes humains depuis la nuit des temps. Donc, c'est la partie, on va dire, romanesque, la partie roman. Après, il y a des grandes parties de l'histoire. Donc, quand vous prenez Aboubakari, et vous regardez dans quelle époque on est autour de 1311. Sauf que la première étape que je fais pour remplir la vie de ce personnage, je regarde qu'est-ce qu'il y a autour de ce royaume. Et je me rends compte qu'il y a le royaume d'Égypte, qui ne s'appelait pas Égypte, qui s'appelait le royaume des Mamelouks. Je me rends compte qu'il y avait le royaume de Aksum, qui était là, du côté de l'Éthiopie. Je me rendais compte qu'au sud de cet empire, il y avait beaucoup d'États, de petits États, État d'Ifé, d'Oyo, il y avait beaucoup d'États au sud qui n'étaient pas très structurés. Il y avait le royaume du Maroc, qui ne s'appelait pas encore à l'époque le royaume du Maroc. Et avec l'histoire, on peut rencontrer, on peut voir qui étaient les rois à cette époque-là, et quelle a été l'interaction entre les différents royaumes, sachant que l'empire du Mali était le plus puissant. Donc c'est assez intéressant de remplir les vides, mais tout en restant sur la trame qu'on connaît, c'est-à-dire
qu'ils étaient basés sur une constitution qui a été créée par Soundiata Keita. Cette constitution organisait la vie de la société. Cette constitution permettait d'avoir les différents éléments de la société, les différentes structures. Ils avaient un royaume qu'il fallait gérer, et les humains gèrent leur royaume de la même manière, par la ruse, par la force, par la diplomatie. Donc, il n'y a pas beaucoup de travail extraordinaire à faire, à part rester sur la trame historique et rester sur la réalité. Maintenant, prenons par exemple Bakary. On dit qu'il a traversé l'Atlantique. Oui. Vous savez, c'est intéressant parce que ce livre, comment on appelait l'Afrique? Comment on appelait l'Afrique à l'époque? On l'appelait Kama. Mais comment on appelait le continent américain? Vous savez, un être humain qui ne donne pas un nom à une chose, c'est-à-dire que cette chose n'existe pas pour lui. Quand on décide de donner un nom à un endroit, à un lieu, c'est qu'on connaît ce lieu. À Tombouctou, on a découvert, dans l'université de Tombouctou, on a découvert qu'on appelait l'Amérique Canada. Donc, si on désigne un continent, c'est qu'on connaît ce lieu. On appelait la mer Atlantique, on appelait la mer Éthiopique, ou la Grande Mare. Donc, ça veut dire on savait qu'il y avait des courants marins qui traversaient, qui permettaient d'aller rapidement de l'Afrique du côté du Brésil. Et c'est même comme ça qu'à un moment donné, Christophe Colomb a voyagé. Il est descendu sur la côte africaine, et puis après, il a prolongé sur l'Amérique par les courants marins. Donc, on les connaissait, ces courants marins. À l'époque, il y avait des Phéniciens, qui étaient des grands marins, qui traversaient. Donc, on savait qu'on pouvait traverser l'Atlantique. On traversait la Grande Mare, la mer Éthiopique, pour rejoindre Tarana. Donc, il y avait vraiment des éléments pour créer une très belle histoire, un très beau roman que j'espère les Africains vont apprécier. Alors, vous dédiez ce livre à des Africains, mais est-ce que vous visez des Africains spécifiques? La jeunesse, les militants, quel type d'Africains exactement à qui pourriez-vous dédier ce travail-là? Je dédie ce travail à tous les Africains. Vraiment, c'est quand ils liront ce livre ou bien quand ils liront Massinissa, c'est vraiment une découverte de leur continent. Je vais les faire découvrir leur continent, découvrir à quel point on a été fort, on a été puissant, on a été bon, on a été généreux. Et si par exemple vous lisez la constitution du Kulka Fuga, il disait en terre du Mandé, aucun étranger ne peut être exécuté, même s'il a fait une bêtise, même s'il a commis un crime. On doit le protéger et le ramener vers l'empereur. Donc, tout étranger qui veut s'installer en terre, on doit lui donner une terre, on doit lui donner un foyer et un espace pour qu'il puisse vivre. Voyez à quel point on était généreux. Et les Occidentaux en ont profité. Ils sont venus s'installer, ils ont corrompu les mœurs, ils ont corrompu les habitudes, et puis ils ont réussi à coloniser l'Afrique à l'arrivée. Ça n'a pas été facile, ils sont bagarrés. On s'est bagarré pendant 200 ans, mais on a été vaincus. Donc, je dédie ce livre à tous les Africains, à la jeunesse, pour qu'ils découvrent leur continent sur les mœurs auspices, aux anciens pour qu'ils puissent être fiers, et à tous les Africains pour qu'ils puissent se connaître leur histoire, connaître ce qu'ils ont vécu de beau, et qu'il y a encore un meilleur avenir pour eux. Alors, selon vous, avec cette richesse historique, comment se fait-il qu'il y ait beaucoup d'Africains et même certains politiques, si on peut citer par exemple Nicolas Sarkozy en 2007 qui laissait savoir que les Africains n'ont pas assez marqué l'histoire, comment en sommes-nous à arriver à une telle mentalité si nous avons de telles histoires à raconter? Je pense que vraiment, vous savez, quand on perd une guerre, c'est-à-dire que quand les Occidentaux sont arrivés, ils ne sont pas arrivés seulement pour prendre les biens qu'ils ont trouvés. Ils sont arrivés pour prendre un continent. Leur intention était réellement de posséder ce continent. Et on a même les séquelles encore en Afrique du Nord avec les Arabes, et on a même les séquelles également en Afrique australe avec les Blancs qui sont en Afrique du Sud. Donc ils sont réellement venus pour conquérir et pour rester. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va annihiler, on va détruire les civilisations qu'on va trouver. Donc il y a eu vraiment une stratégie, une politique de sabotage et de destruction systématique. Et ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Parce que les Africains arrivent à se renier. Les Africains arrivent à penser que le beau, c'est ce qui est blanc. Les Africains arrivent à penser que le meilleur vient forcément d'Europe. Les Africains arrivent à penser que leur culture, dès qu'on parle de tradition, c'est démoniaque. Il faut laisser de côté, c'est bien l'islam, c'est bien le christianisme, et que le reste, on ne doit pas en parler. Ils sont arrivés à cet extrême de se renier eux-mêmes, de se blanchir la peau,
de prendre des cheveux empruntés d'autres peuples, parce qu'ils renient leurs propres cheveux. Donc, on est arrivé à ça parce que ça a été un travail systématique de sape, un travail systématique de destruction, un travail systématique de renonciation à ce que nous sommes. Et on a les résultats. Donc, ils ont utilisé les Africains pour le faire contre d'autres Africains. Et à l'arrivée, ils ont réussi. Et maintenant, avec les nouvelles générations, on se rend compte qu'il y a un ressort du panafricanisme, un retour de l'identité africaine. Les jeunes ne veulent plus s'identifier à l'Afrique qu'à l'Europe. Ils veulent trouver leur propre voie. Donc, voilà pourquoi on arrive à ce que vous dites. Comment on arrive à ignorer notre culture, parce que c'est pas intéressant pour les Africains. C'est démoniaque pour d'autres. C'est du fétichisme. Des Africains qui sont persuadés, et pas que les Africains, il y a même des gens du monde entier. Quand vous allez en Asie, quand vous allez en Europe, ils pensent que l'histoire de l'Afrique commence avec les Blancs, commence avec l'arrivée de Christophe Colomb, commence avec... on a une histoire fantastique. On a découvert qu'on avait des relations avec la Chine avant l'arrivée des Européens. Il y avait du commerce déjà entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Asie. Donc, c'est passionnant d'être historien, romantique, parce que je ne me revendique pas comme historien, comme curieux de l'histoire, et c'est vraiment passionnant de découvrir des choses que je ne pensais pas possible. Et en lisant votre livre, quelles sont les qualités que l'on pourrait observer chez Aboubakari que votre futur lecteur pourrait être très appréciateur? Je pense que ce personnage a beaucoup de qualités. Il a une qualité de vision. C'est un visionnaire. Et il pensait vraiment aller vers le nouveau continent, Tarana, et puis faire une extension de l'empire du Mali, de l'autre côté. Donc, il est un visionnaire. Donc, ce qu'on peut encourager les Africains à avoir, c'est d'être visionnaire. Et une vision. Le rêve ne suffit pas, la vision est importante. Ensuite, il est ambitieux. Il est ambitieux parce qu'il a deux choses à gérer. Il a un empire à redresser, à structurer, mais il doit quand même poursuivre son rêve, qui est d'aller de l'autre côté de la Grande Mare, et d'aller vers Tarada. Et puis, il est tenace. C'est-à-dire, quand j'ai mon rêve, quand j'ai mon ambition, je reste tenace, je reste déterminé. Donc, il est tenace et déterminé. Vous vous rappelez que dans l'histoire, on dit qu'il a d'abord affrété 200 navires pour aller. Les 200 navires sont partis, ils ont coulé. Il aurait pu s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit 2000 navires. 2000 navires venant de différentes civilisations pour s'assurer qu'il va arriver. Donc, on voit bien la ténacité et on voit bien la détermination. Quand on a une vision, quand on a un rêve, il faut être déterminé, il faut être ambitieux, il faut voir grand, il faut foncer. Donc, il y a plusieurs autres éléments pour les donner, mais je laisse aux Africains, aux lecteurs, le soin de le découvrir, mais ayez une vision, ayez un rêve, ayez une vision, soyez ambitieux, et puis tenace et déterminé dans ce que vous effectuez, comme les Aboubakari. Monsieur Gomo, nous atteignons la fin de notre échange, mais est-ce que vous auriez une dernière parole à citer avant que l'on ne se quitte? Écoutez, je tiens à vous remercier encore pour cette opportunité incroyable de pouvoir parler à votre média, que je souhaite beaucoup de succès. Maintenant, un seul mot aux lecteurs, écoutez, lisez ce livre, imprégnez-vous de votre histoire, découvrez le Mandé, découvrez comment on appelait avant les Arabes, découvrez comment on appelait nos villes avant, comment on s'appelait nous-mêmes, qu'est-ce qui existait. Parce qu'en fait, vraiment, quand je écris ce livre, je suis obligé d'aller dans la formulation. Par exemple, on ne disait pas l'or à l'époque, on disait la nube. Donc, il y a plein de choses à aller découvrir qui vous rendront fiers, qui vous découvrir. J'encourage aussi les libraires et puis les maisons d'édition qui souhaiteraient qu'elles soient au Sénégal, qu'elles soient en Côte d'Ivoire ou bien qu'elles soient au Mali, au Burkina Faso. Donc, tous ces pays qui ont fait partie de l'Empire du Mali. S'ils veulent publier mon livre, ils peuvent me contacter à travers vous pour voir ensemble comment on peut faciliter la production sur place au Mali et puis surtout la diffusion sur toute la sous-région de ce livre intéressant pour la sous-région. Merci encore pour cette opportunité incroyable. Merci à vous, Monsieur Gomo. Alors, c'était Chancel Florence, abrégée CNN pour Le Rouge. On se retrouve prochainement.